une firme spécialisée dans le développement des affaires numériques. Bonjour et bienvenue au podcast B2B & Go, le podcast qui vous sert à chaque épisode une bonne dose des meilleurs outils et pratiques de vente et marketing B2B. C'est dans une formule pour emporter que Simon Deschênes et ses invités discutent des meilleures stratégies numériques et tendances de l'industrie, toujours sous le thème de la croissance des ventes. La table est mise pour vous présenter le B2B sous un nouvel angle. Bonne écoute! Alors bonjour, aujourd'hui on reçoit un expert d'une stratégie et d'une technique qui fait presque peur à tout le monde, c'est-à-dire prendre le téléphone. Donc aujourd'hui on va parler de prospection téléphonique, sollicitation téléphonique B2B. Et on reçoit pour en parler Hugo Berger. Bonjour Hugo. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Ça fait vraiment un plaisir que tu viennes, puis j'ai vraiment hâte qu'on lève le voile sur quelque chose qui fait peur à plusieurs personnes quand il vient temps de penser stratégie de vente en entreprise, en B2B. La prospection téléphonique. Oui, c'est beau. Mais qui est vu aussi je pense qu'il y a une certaine réputation peut-être aussi négative, qui est vue comme désuète aussi en 2024. Oui, avec souvent annoncé la mort de la prospection téléphonique. Oui, ouais. Mais c'est toujours vivant et on en est le témoin direct parce que sur le portfolio des clients qu'on a, on fait, comme tu sais, on fait chez Ox, on fait de la prospection nous autres aussi, la prospection qu'on appelle multicanal. Mais le téléphone joue un rôle encore très important. Mais aujourd'hui, c'est pas moi qui vais en parler, c'est toi. Okay. Mais merci d'être avec nous autres. Puis j'aimerais ça, pour commencer, que tu nous parles un petit peu de ton parcours. Aujourd'hui, tu es président de Télétravail Academy. Tu vas nous en parler aussi. Oui. Mais j'aimerais ça que tu nous dises un peu qu'est-ce qui t'a amené à devenir un expert, parce que t'en es un, on a eu l'occasion d'échanger beaucoup, j'ai beaucoup de références qui mènent à toi aussi à ce niveau-là, fait que raconte-nous un peu qu'est-ce qui t'a amené là. Ouais. C'est un parcours pour le moins éclectique, là. Écoute, j'ai eu une première business qui s'appelait le Café K.O., c'est ma première expérience en entrepreneuriat. Puis c'est là que j'ai découvert que j'étais vraiment... c'était mon ADN à moi, c'était d'être entrepreneur. Puis, une coop, tu le sais, c'est plusieurs personnes ensemble. Donc, on était 8 propriétaires. C'était très exigeant, puis si j'avais été invité à participer, c'est parce que j'étais barman à l'époque. Puis il manquait cette expertise-là. Fait que j'ai fait ça quelques temps, parce que c'était très, très éreintant, là, être propriétaire d'un bar à Montréal. Je vous confirme que pas mal fatigant, surtout quand tu as l'esprit à la fête. Donc, j'ai fait ça quelques mois, je me suis promené, puis au retour ici, j'ai travaillé au Casino de Montréal, au Haute-Mise. Et puis, j'ai appris que j'allais avoir un enfant, ma fille Maya. Puis, je trouvais que c'était peut-être pas responsable d'être barman en tant que père. Je suis retourné à l'école. Je suis retourné en multimédia où, en fait, étant donné que je suis entrepreneur dans l'âme, j'ai mené un projet qui a mené à l'obtention d'un prix Boomerang. Puis, on s'est dit, les participants à ce projet étudiant-là, on a gagné un prix, on devrait partir une business. Ça me rapprochait de mon appel. Fait qu'on a créé Narquois Studio, qui est une business qui était, parce que c'est défunt, et puis heureusement d'ailleurs. Donc, Narquois Studio, on faisait des sites web. Puis, comme c'est moi qui étais initiateur du projet, on m'a dit, c'est toi qui as parti ça, fait que tu vas faire les ventes. Puis, écoute, tout allait tout croche dans ce business-là, mais la seule chose qui est restée, c'est que j'ai découvert une facilité, une appréciation, un talent pour la vente. Fait que j'arrivais à aller chercher de la clientèle. Tout le reste allait tout croche. Ça a pris 2 ans avant qu'on mette la hache là-dedans. Quand j'ai appris que j'étais pour avoir un deuxième enfant, mon fils Esteban, là, je me suis dit, garde, assez souffert, on va faire d'autres choses. Puis là, j'ai parti un parcours du combattant en vente. J'ai fait plusieurs jobs. Jusqu'à là, tu t'endors pas, là. Non, mais vendre des sites Internet, on parle... je reviens à il y a 20 ans, là. Ah ouais, OK. Il y a 20 ans, vendre des sites Internet, c'était compliqué parce qu'il fallait que tu convainques les gens qui en avaient besoin. Oui. Après, tu leur vendais le site Internet.
C'était compliqué. Fait que c'était un chemin de croix, mais c'était très formateur. Puis, mis la hache là-dedans, j'ai fait un parcours du combattant après en vente parce que c'était ça que j'avais découvert que j'étais bon dedans. C'était ta spécialité, ton expertise, ouais. Puis, écoute, je t'épargne les jobs, là, mais la plus marquante, c'était vendre des cartes de crédit commerciales au porte-à-porte. Écoute, je me promenais sur la rue, je rentrais dans les commerces, puis je convainquais les commerçants d'acheter ma carte de crédit d'affaires. Ce qui était vraiment très particulier, c'est que, écoute, c'est une grosse business qui avait ça, cette ligne de crédit-là. Tu sais, tous les Canadian Tire au Canada, il y a une compagnie qui chapeaute ça. C'est eux qui avaient cette ligne de crédit-là. C'est une nouvelle patente qu'ils avaient développée là, avec la BMO. Mais j'étais tout seul au pays. Imagine, il y en a des Canadian Tire. Il y a beaucoup d'équipes. J'étais tout seul au pays, être capable d'en vendre de façon conséquente de ces fameuses cartes de crédit-là. Fait que dans ma jeune trentaine, j'ai donné ma première conférence à la gang. Parce qu'ils voulaient savoir comment je faisais. Fait que j'ai été invité dans un lac à l'épaule pour faire ça. Mais c'était intense, faire du porte-à-porte dans les cartes de crédit. Là. C'est un autre niveau, ça. C'est le job le porte-à-porte, c'est un autre niveau. Oh, oui. Je te le dis, là. Fait que je me suis tanné vite, puis j'ai trouvé un autre job après, puis je suis allé... C'est là que j'ai découvert la prospection téléphonique et le télétravail. Puis comme tu le sais maintenant, c'est mes deux fers de lance, c'est les deux choses que je préfère professionnellement. Fait que donc c'était ces groupes accès direct marketing avec François et Olaf qui m'ont engagé comme appelant. J'avais fait ça une fois auparavant, très brièvement. Puis écoute, c'était fulgurant là. J'étais bon là-dedans spontanément. Tout de suite, quelques mois après, je devenais rédacteur, je formais du monde, puis ça a pris un an avant que je devienne représentant. Mais moi, là, je comprends un peu pourquoi toi, tu trouves ça facile, parce que tu as fait du porte-à-porte avant. Oui, là, t'es arrivé au téléphone, t'as dit, mais sérieux, c'est quoi? C'est tellement facile, j'ai pas besoin de marcher, puis d'aller dans le business. Effectivement. C'est ça, ben, dans le fond, parce que... C'est posant, comparativement, mais... Parce qu'aujourd'hui, c'est... OK, j'envoie un courriel, mais après ça, il faut que j'appelle. Fait que là, la pente est... Écoute, les gens aujourd'hui vont faire n'importe quoi pour pas prendre un téléphone pour parler à leurs clients. Ils vont envoyer des messages, des textos, des courriels, mais à un moment donné, il faut que tu parles à ton client, puis le téléphone, ça reste la meilleure chose pour le faire. C'est... Ça me fait comprendre parce que cette portion-là, je la connaissais pas de toi. Puis, okay. Ça fait drôle parce que on parlait de peur du téléphone. T'en as pas eu peur, t'en as pas eu peur aussi avec ton parcours. Puis je le comprends aujourd'hui, ça fait du sens. On revient avec vous parce que, dans le fond, c'est une entreprise que tu as vendue, ça existe encore. Je viens de la vendre il y a 3 ans, c'est devenu Et vous. Et puis, je viens là, de terminer mon engagement avec eux il y a quelques mois. Les nouveaux propriétaires, l'équipe est sensiblement la même, ils ont rajouté des services, mais c'est encore une opération, puis ils font vraiment encore du cold call, business to business, peu. Donc, c'est différent comme modèle d'affaires que le vôtre. Vous faites du multicanal, c'est essentiellement de la prospection téléphonique, et ça fonctionne très bien. Surtout dans certains domaines, mais on en reparlera peut-être plus tard. Non, mais ça, c'est adapté. Il n'y a pas de one size fits all. Non. Il y a dans ces stratégies-là, effectivement. Puis là, aujourd'hui, dans le fond, tu as ta propre entreprise qui est Télétravail Academy. Tu peux peut-être nous parler de ça? Oui, ben en fait, avec l'arrivée de la pandémie, je ne sais pas si ça vous donne une idée de ce qui est arrivé. Quand le gouvernement a dit que vous n'avez pas le droit de vous rencontrer, qu'est-ce qui est arrivé à nos rendez-vous qu'on prenait et à notre clientèle? L'hécatombe absolue. Tous les rendez-vous s'annulaient, les clients demandaient de mettre ça sur pause. Puis moi, comme vraiment j'aime d'amour le télétravail, là, je suis heureux là-dedans. Je me suis dit, je vais écrire une formation sur le télétravail parce que moi j'aime ça, puis mon entreprise est 100% télétravail. Mais c'est pas parce que moi j'aime ça que c'est pour tout le monde. Tu sais, il y a par exemple des problèmes générationnels. Les jeunes, c'est pas une bonne idée de les mettre en télétravail tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils sont à socialiser, ils ont à construire leur réseau, ils sont malheureux en télétravail, puis ils dépriment. Puis les plus vieux, eux, le problème, c'est la technologie. Tu sais, je veux dire, c'est des gens qui ont besoin d'accompagnement pour être capables de suivre. C'est des copier-coller, ouvrir 3 ou 4 logiciels en même temps, puis tout ça. Fait que j'ai commencé à écrire une formation là-dessus. J'ai réalisé que j'étais pas la personne pour livrer du contenu pour, par exemple, l'ergonomie, ça prend un ergonome. Je connais pas ça. L'environnement logiciel, la structure réseau, ça prend des ingénieurs en informatique pour enseigner ça.
Fait que je me suis entouré d'une vingtaine de spécialistes, puis on a monté un modèle d'affaires pour accompagner les entreprises dans l'optimisation du télétravail. Puis on a développé aussi un modèle pour faire des diagnostics organisationnels. Ça, c'est l'outil par excellence pour optimiser le télétravail en entreprise. Fait que tu as quand même eu une formation de départ de 3 mois dans un endroit, dans un centre d'appel. Oui, oui. Fait que c'est quand même formateur parce que c'était hyper pressurisé. C'était un bootcamp, littéralement. Là. Après ça, dans le fond, tu es un self-made man, c'est-à-dire que tu t'es auto-formé, tu as créé tes propres méthodes de travail toi-même, de ce que je peux comprendre. Quand tu es arrivé... Je donne un peu de crédit à Olaf François, là, puis c'est tu as eu l'encadrement. Là, oui, ouais. Méthodologie. Moi, j'ai allégé le processus un peu, là. Celui vraiment qui m'a donné la base de comment structurer la prospection, comment créer un argumentaire, tout ça, c'est plus François Rioux, là, qui est encore actif, qui fait, je pense qu'il fait de l'accompagnement en entreprise. Puis lui, tu sais, il y a une formation, il y a une maîtrise, je pense, en marketing. Fait que, il avait tendance à écrire des argumentaires extrêmement complets. Moi, j'ai juste comme rendu ça un petit peu plus facile, plus digeste aussi pour la clientèle, parce que tu le fais approuver par le client à un moment donné. Je sais pas si c'est comme ça que vous marchez ici, là. Oui. Mais à un moment donné, il faut que le client le lise, mais 50 pages, c'est un peu beaucoup. Ça se dit mal dans un speech. C'est téléphone. Ben, on sait tous que d'ailleurs, on peut rentrer dans les opérations vraiment là-dessus, mais tiens, un script, effectivement, c'est un script. C'est un guide, mais c'est pas quelque chose qu'on va réciter par cœur. Faut pas le lire. Ce qui intéresse les gens, c'est des histoires, c'est pas nécessairement un speech appris par cœur, effectivement. C'est ça très vaut désagréable de se faire lire un pitch, là. Tu sais, ça arrive encore aujourd'hui. Tu sais, il y a des gens qui vont au volume plus que par la qualité des appelants. Donc, si par exemple, je sais pas, tu vends les magazines puis tu appelles le monde en série, tu as des employés qui lisent des scripts, tu sais, ils savent même pas la journée même qu'est-ce qu'ils vont promouvoir, ils sont obligés de lire, tu sais. Quand tu entends ça, c'est pas agréable, là, tu sais. Non. Reportons-nous en 2024. Oui. Puis parlons un peu de justement de prospection, de sollicitation au téléphone. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu promouvois? C'est quoi les bonnes pratiques aujourd'hui que tu peux nous parler? Okay. C'est quoi aussi, on va y arriver aux mauvaises pratiques, là, les do and don'ts, parce que je suis certain que notre audience est intéressée à savoir comment on décortique ça, comment on le fait. Pas nécessairement eux qui vont le faire, mais si on a des employés qui le font, par exemple. Comment aussi on peut regarder le travail puis juger du travail de quelqu'un qui fait ça. C'est parce que on peut le faire soi-même. On commence par peut-être qu'est-ce qui encadre une bonne prospection au téléphone? La préparation. En fait, tu sais, c'est drôle parce que comme chez GLM, et vous, l'objectif c'était de prendre des rendez-vous pour des clients, pas pour vous-même. C'est un peu votre modèle d'affaires, je crois aussi. Oui, ici aussi. Ouais. C'est ça. Vous prenez des rendez-vous qualifiés pour les clients. Donc, il faut connaître le client. Parce que pour prendre des rendez-vous qualifiés, il faut être bon à prendre des rendez-vous qualifiés. C'est une expertise. C'est comme un ingénieur, il va être bon à faire de l'ingénierie. Un appelant va être bon à prendre des rendez-vous qualifiés. Seulement, pour que les rendez-vous soient qualifiés, il faut qu'il y ait préparation. Donc, c'est sûr, moi, écoute, ce que je dis souvent aux gens, moi je suis un expert en prospection, tu me donnes un téléphone, tu me donnes 1 heure de temps, tu vas avoir un rendez-vous. Le problème, c'est la qualité du rendez-vous que tu vas avoir, parce que je te connais pas, je sais pas c'est quoi pour toi un bon rendez-vous. Fait que la préparation est nécessaire. Si quelqu'un vous propose de faire de la prospection sans préparation, attendez-vous à une catastrophe. Donc, il faut connaître le client, qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi sa cible, c'est quoi pour ses disponibilités. Puis, le travail moi, ce que je suggère de faire d'emblée, c'est si vous le faites pour vous-même, si vous avez des employés qui le font pour vous, c'est de déterminer quelle est votre cible, vous assurer d'avoir une bonne liste avec cette cible-là, déterminer c'est qui les décideurs au sein de l'entreprise que vous devez joindre, déterminer une approche, parce qu'au téléphone, il faut être conscient que on n'a pas la latitude d'une rencontre d'une demi-heure avec un client. Là, tu prends une demi-heure avec moi pour me jaser, on peut aller loin. Mais si tu as 2 minutes au téléphone, parce que c'est ça que vous allez avoir au téléphone, 2 minutes avec quelqu'un que vous dérangez dans son travail, il faut avoir une approche précise, il faut avoir une accroche pour attirer l'attention, générer l'intérêt de la personne. Quand ça c'est fait,
Là, à ce moment-là, il faut proposer la prochaine étape. Ouais. Des fois, c'est fermer une vente, des fois, c'est prendre une rencontre pour un directeur qui est votre client, par exemple. Whatever, quelle est la prochaine étape. Puis, il faut aussi avoir des arguments pour éviter des objections. Ça, c'est le minimum, je dirais. Il y a d'autres éléments, là, mais je ne veux pas trop étourdir le monde avec ça. Là. Non, on n'est pas obligé de rentrer nécessairement dans le détail, mais ce que je retiens, c'est que la préparation, c'est clé. C'est vraiment la clé. Puis la préparation va faire que la personne qui fait la représentation, ou plutôt les appels, va être confortable. Puis ça fait toute la différence. Parce que quand tu as des appelants qui sont hésitants, tout de suite, tu perds ton monde. Là. Tu sais? Fait que tu as besoin que les gens se sentent en confiance. Puis quand on a un script de prêt, des arguments pour éviter des objections, une connaissance de l'historique de la compagnie, où c'est qu'on veut s'en aller, on est capable d'avoir de l'allure un peu au téléphone. Puis surtout que les conversations sont courtes. Là. Les gens nous gardent rarement. Ça arrive, il y a toujours des exceptions. Ils vont rarement nous garder longtemps au téléphone quand on fait du cold call. 2-3 minutes, c'est fini. Puis c'est d'ailleurs une pratique recommandable d'être succinct, d'être précis, dans le respect de l'interlocuteur, parce qu'on dérange le monde quand on fait de la prospection. Oui. Puis au niveau technique, tu sais, on en reçoit tous des appels. Puis moi, j'en écoute des appels, puis je me rends compte que c'est pas le maximum de nombre de mots dans le 3 minutes qui est important. Encore une fois, souvent les appelants qui sont calmes, qui sont capables de, oui, susciter l'attention, mais pas avoir un débit de mots incommensurable, sont meilleurs que d'autres. Est-ce que c'est ce que tu observes toi aussi? Ou, pas de temps, je suis désolé. Non, moi, on dirait que ça va dépendre de la personnalité de la personne, j'imagine. C'est tout ça. C'est quelqu'un qui est soi-même au téléphone, ça va beaucoup mieux. D'où le commentaire qu'on a fait tantôt, faut pas lire un texte, faut se l'approprier. Fait que, tu sais, oui, t'écris un texte que tu as l'intention de livrer. Un truc que je peux vous donner quand vous faites de la prospection téléphonique, surtout quand vous commencez à le faire, prenez votre texte, découpez-le en liste de points de forme, prenez les mots que vous voulez dire, qui sont importants à mentionner, puis construisez vos phrases pendant que vous parlez avec le client. Comme ça, vous avez vraiment pas l'impression que quelqu'un vous lit de quoi, là. Fait que ça permet d'être fluide. Puis après une couple de jours, vous n'avez plus besoin de votre liste en point de forme. Mais au début, c'est vraiment un outil, une béquille, là. Parce que des caractériels, quand on a à parler avec des décideurs, il y a des gens avec des fortes personnalités, que ça peut déstabiliser. Quand on a une béquille comme ça, ça aide à pas prendre le champ, disons. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est quoi tu trouves le plus difficile de ce travail-là? Qu'est-ce qui est le plus Je sais que tu le fais pas toujours, là, on se comprend, là, mais... J'en fais encore avec plaisir. Je suis une bébite spéciale pour ça, parce que j'aime ça, faire ça. J'aime argumenter puis convaincre les gens. C'est vraiment, ça fait plaisir à faire. Cependant, ça reste très, très difficile parce que les gens sont pas toujours dans le mood d'avoir des discussions. Fait que le plus difficile, je te dirais, c'est de commencer. Ah oui, hein? Absolument. Je te dirais, écoute, ça fait plus de 25 ans que j'en fais de la prospection. C'est de s'installer en avant de son ordinateur, ouvrir son softphone, puis faire les premiers appels. C'est toujours ce que je trouve le plus difficile. Quand je suis parti, c'est pas compliqué. T'sais. Tu penses plus, tu fais un appel après l'autre, puis ça part. En fait, c'est sûr que c'est très, très impliquant. C'est pour la raison pour laquelle les gens sont pas à l'aise à faire de la prospection téléphonique. C'est impliquant. T'sais, quand tu es rejeté en prospection téléphonique, tu te sens que les gens te rejettent toi. T'sais. Mais c'est pas ça. C'est juste professionnel. Mais pareil, tu peux pas. C'est toi qui as fait la prospection. Fait que c'est quand même difficile, mais tu sais, quand tu le sais puis quand tu le fais souvent, que c'est pas personnel, c'est juste professionnel, tu passes par-dessus beaucoup plus facilement, tu sais. Puis, est-ce que tu recommandes de faire des sessions, parce que bon, on parle pas de gens qui sont en centre d'appel, donc c'est le travail à tous les jours pendant 8 heures par jour, là. Ouais. Mais si, tu sais, je pense que notre auditoire à qui on s'adresse, ils découpent leur journée en plusieurs types de responsabilités puis de tâches. Puis s'ils doivent faire ça,
ils vont le faire en bloc d'heures. Mais t'as-tu une recommandation? Non, sur le temps que tu vas te booker là-dessus. Est-ce que c'est Oui! Ça arrive encore que tu en fais. J'imagine que tu te fais pas des 8 heures de cold call nécessairement. Qu'est-ce qui est optimal? Moi, ce que je te dis. La règle du 80-20, on va dire. Là. Si tu as à faire de la prospection téléphonique, réserve-toi un bloc au moins de 2 heures d'affilée pour être capable de rentrer dans un flow. Parce que si tu te fais, tu sais, la pire chose à faire, là, c'est de prendre le téléphone, faire un appel, de te lever, de faire d'autres choses, de revenir, de faire un autre appel, parce que ça te tente pas, là. Ça, c'est vraiment contre-productif. Pourquoi? Parce que quand tu fais ça, tu t'empêches de rentrer dans un flow. Tu sais, quand tu fais des appels back-à-back, à un moment donné, tu fais des liens, tu adaptes ton discours, puis là, tu trouves ta zone, puis là, ça roule. Là, tu sais. Mais si tu ne te donnes pas une période prolongée d'affilée, les chances que tu rentres dans un flow sont à peu près nulles. Fait que moi, je te dis, minimum 1 heure de temps, idéalement une période prolongée de 2 à 3 heures de temps, puis à la limite, pour commencer, pas que ça soit trop intimidant, je te dirais peut-être des blocs d'1 heure, genre par jour, si vous faites votre propre prospection, au moins 1 heure. Puis je dirais, éviter... tu sais, l'idée, c'est de ne pas se donner le choix de le faire. Et tu peux déplacer. Mettons, tu as un client rencontré, tu peux déplacer, mais tu ne peux pas l'éviter. Donc, si tu repousses ça puis tu es pogné pour le faire entre 4 heures et 5 heures l'après-midi, ben tu le fais. Puis je peux te garantir, moi j'en ai pris des rendez-vous beaucoup à 5h moins 5, là, un vendredi. Là. Tu sais, ça arrive. Là. Ouais, ça c'est une autre chose. Les moments pour faire de la prospection, tu sais, j'ai certains clients qui veulent pas qu'on appelle même les vendredis. Ils ont l'impression que ça sera pas bon le vendredi, alors que nous, on constate que c'est le contraire. Les gens sont plus relâchés. Pas toujours, mais dans certains moments, pour certains clients, dans certaines périodes de l'année, je sais pas, le vendredi, c'est plus relâché. Il y a une meilleure réceptivité. Ça va arriver, mais c'est pas toujours le cas. Encore là, il n'y a pas de one size fits all. Y a-tu des règles universelles que tu peux nous faire part de ton côté? Peu importe. Là, universelle? Ouais. Ben, la chose la plus universelle que je pense qui pourrait apporter de la valeur à ton auditoire, c'est la gestion des objections. Des objections que j'appelle génériques. Ouais. Donc, dans prospection, on rencontre toujours des objections. En vente, on rencontre toujours des objections. Puis il faut les accueillir avec joie parce que c'est en réfutant les objections qu'on s'approche d'une fermeture de vente. Donc, plus on adresse d'objections, plus on est proche de la fermeture de vente parce que quand on adresse une objection, ça devient raisonnable. On rend notre proposition raisonnable. Ceci étant dit, il y a 2 familles d'objections. Il y a la famille d'objections techniques, puis il y a génériques. Technique, c'est merveilleux. On est content de les avoir, des objections techniques, parce que si tu es un expert logiciel, puis quelqu'un dit « Oui, mais là, ça ne marchera pas avec mon environnement logiciel », tu peux y répondre « Ben, écoute, je comprends que vous pensiez ça, mais nous, on interface régulièrement avec l'environnement Microsoft 365. D'ailleurs, ça va me faire plaisir de vous en parler en détail dans notre rencontre. Qu'est-ce que vous diriez de la semaine prochaine, lundi matin, mercredi après-midi. » Genre. Puis là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de montrer notre expertise, puis les gens vont avoir tendance à nous faire confiance plus. Fait que c'est super le fun. Puis on sait qu'on s'approche, on est dans un réel intérêt parce qu'il y a des objections techniques, donc c'est pas... Oui, il est en train de réfléchir. Une objection technique, c'est que la personne est en train de réfléchir, ça va-tu marcher chez nous? Fait que tu es vraiment sur la bonne voie. Mais les objections génériques, c'est un autre bébite. Oui. Et ce qui est le fun avec la pratique, comme ça fait longtemps que je fais ça, je les ai découpés en 6 types. Puis, ce qu'on veut faire avec les objections génériques, c'est être capable de les adresser, puis ça, se préparer à l'avance. Tu sais, je parlais de préparation tantôt, là. Se préparer des arguments pour réfuter des objections génériques à l'avance. Ce que ça fait, c'est que quand on les reçoit, peu importe à quel moment, ça peut être au téléphone, ça peut être en personne, on les reçoit même en négociation dans notre vie privée. Quand on est prêt à les adresser à l'avance, ça sonne vraiment naturel quand on le verbalise, puis ça met en confiance notre client. T'sais. Fait que c'est 6 types d'objections. Ouais, c'est quoi les 6? Il y a, puis tu vas les reconnaître, je suis sûr que tout le monde qui fait de la prospection va les reconnaître. J'ai pas d'argent, j'ai pas le temps, j'en ai pas besoin, je suis déjà bien servi, laissez-moi réfléchir et ça ne m'intéresse pas.
Faut que j'en parle à mon père. Oui, il faut que j'en parle à papa, il faut que j'en parle à maman, il faut que j'en parle à mon partner. Celle-là, tout le monde entend. Ben oui. Okay? Fait que, puis, moi, ce que je peux faire, c'est vous donner des pistes sur des arguments pour adresser ces objections-là. Puis, ça va vous aider à fermer vos ventes ultimement. Mais ce que je voudrais dire d'abord et avant tout, c'est que quand on a une objection, c'est important de l'accueillir dans un mode collaboratif plutôt que dans un mode confrontationnel. On veut développer une relation d'affaires avec le client. On va pas dire, ben, t'as pas raison. Le client dit, j'ai pas le temps. Mais non, t'as le temps, t'as 5 minutes pour moi. T'es en confrontation, tu passes mal, tu passes une prise. Mais quand tu pars avec du collaboratif, t'accueilles l'objection à la limite avec joie. La personne dit, je suis bien servi, c'est magnifique, vous êtes déjà, vous occupez déjà de ça, c'est rare de voir des entreprises qui font ça. Est-ce que vous le faites à l'interne ou à l'externe? Vous voyez, tu n'es plus dans la confrontation, tu travailles avec le client. Donc, tu l'accueilles avec joie, peu importe si c'est une objection technique ou générique, tu accueilles ton objection dans un mode collaboratif. Ensuite de ça, tu l'adresses. Puis l'adresser, il faut le faire toujours en parlant du contenu de l'objection. Fait que si quelqu'un te parle du temps, c'est pas le temps de dire que c'est pas cher. C'est quasiment insultant parce que c'est comme si tu n'écoutais pas la personne. Si la personne te dit pas le temps. Ça arrive. Ça arrive. Parce qu'on sait, on a l'impression que notre meilleur argument, c'est que c'est pas cher. Fait qu'on va sortir ça tout le temps, sauf que c'est pas toujours le bon moment pour faire ça. Fait adresser le contenu de l'objection. Fait que pour en revenir à nos 6 objections, j'essaie d'aller vite. J'ai pas le temps. Faut dire aux gens qu'on n'est pas pressé. Moi, là, c'est une affaire que j'ai dit souvent dans ma vie, là, je pense que j'ai dit à tous mes clients, on n'est pas pressé. Ça fait descendre la pression de vente, tout le monde est plus à l'aise. On n'est pas pressé, la rencontre, elle est courte. Donc, j'ai besoin d'une vingtaine de minutes pour la rencontre. C'est sûr, si tu as des questions, on va répondre, mais 20 minutes, c'est tout. Puis, il y a aussi l'aspect, j'ai pas le temps dans ma semaine, mettons. Fait qu'on peut dire aux gens, OK, ça pourrait se passer plus tard que le moment que je vous ai proposé. Ça pourrait être dans 2-3 semaines. Qu'est-ce que vous diriez de telle date ou telle date? Puis comme tu vois, j'ai proposé telle date ou telle date. Je vous invite fortement à toujours faire des choix de réponse aux clients parce que ça vous aide à ce qu'ils abondent dans votre centre plutôt que de poser une question ouverte. Est-ce que vous seriez intéressé à avoir une rencontre avec nous? Dans 3 semaines. Juste dire une question ouverte, là. Ouais. Ça fait réfléchir le client. Ça me tente-tu vraiment d'avoir une conversation avec vous autres? Mais si vous dites, mon patron pourrait se déplacer pour aller chez vous, il serait disponible lundi matin, mercredi après-midi ou jeudi matin. Qu'est-ce qui est le plus confortable pour vous? Là, les gens ont plus tendance à focuser sur les choix de réponse qu'on leur donne plutôt que ça me tente-tu, moi, de parler à ce gars-là. Fait que, pour revenir à mes arguments, là, j'ai adressé le temps, l'argent. Qu'est-ce qu'on dit quand quelqu'un nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour quelque chose? Ben non, t'en as. T'en as plein pas. Ça, je t'appelle. En fait, on va adresser l'argent. Donc, on va dire aux gens comment on va leur en faire gagner ou comment on va leur en faire épargner. C'est important de faire un ou l'autre, ou les deux. Automatiquement, même. Après, toujours, évidemment, quand on adresse une objection, quand on réfute une objection, on veut toujours reproposer la prochaine étape. Donc, tout de suite proposer la rencontre si on est rendu à la rencontre ou la présentation ou whatever. Donc, pas de temps, pas d'argent, pas besoin. Ça, c'est difficile parce que c'est pour se débarrasser des gens. Normalement, qu'on dit ça, j'en ai pas besoin. Donc, ce que je conseille, c'est toujours dire aux gens, c'est normal que vous pensiez ça parce qu'on se connaît pas. Tu sais, ça revient à ce que je disais, là, on accueille dans un mode collaboratif l'objection. Tu as raison de penser ça parce qu'on se connaît pas. Après ça, c'est des valeurs ajoutées. Donc, tu garoches 3-4 valeurs ajoutées de l'entreprise. C'est normal que vous pensiez ça, on se connaît pas, mais faire affaire avec nous, ça veut dire avoir accès aux meilleurs professionnels de l'industrie, meilleur rapport qualité-prix, mais ça serait mieux qu'on ait une discussion à un moment plus confortable pour vous. Là. Je serais disponible peut-être à telle heure ou telle heure. Je sais pas si ça fait du sens jusqu'à là, comment je te dis ça. Ça fait beaucoup de sens. C'est de la musique à mes oreilles. Good. Faire le tour, après ça, je suis déjà bien servi. Il faut demander, encore là, c'est merveilleux que vous adressiez déjà la problématique. Est-ce que vous le faites à l'interne ou à l'externe? Si les gens le font à l'interne, on leur dit, écoutez, votre expert, c'est la meilleure personne pour parler pour c'est l'expert de votre entreprise. Nous, on est des experts d'industrie. Ensemble, on est la meilleure solution pour votre... D'ailleurs, ce serait bien que vous l'invitiez, votre experte, à notre rencontre. Moi, je vous propose qu'on fasse ça telle date, telle heure ou telle date, telle heure. Fait que quand on est servi à l'interne, c'est la meilleure des choses.
quand c'est un concurrent, j'irais jusqu'à dire, essayer de l'identifier. Donc, oui, vous faites affaire avec qui? Puis toujours encenser le concurrent. Mais c'est un excellent choix que vous avez fait pour que le client se sente validé, pas confronté, on est meilleur que les autres, vous avez bien choisi. Oui, on voit ça. Donc, vous avez bien choisi tout ça, puis ils sont super bons, ils sont forts, ça fait longtemps qu'ils sont dans le business. Cependant, peut-être, nous, on est une petite structure, donc peut-être on est plus accessible. Ça serait peut-être intéressant pour vous de voir comment on est différent. Qu'est-ce que vous diriez qu'on s'en parle, telle date à l'heure, telle date à l'heure? Est-ce que, j'ai une question peut-être champ gauche, tu sais, parce que nous, au téléphone, ce que puis souvent, en business to business, tu le sais, là, on vend pas... tu ne vends pas une solution complexe au premier appel, là. Donc ça demande plusieurs étapes, dont la rencontre exploratoire. C'est le but des appels qu'on va faire, de la majorité des contacts à froid là, qu'on va faire, que ce soit électronique ou par téléphone, c'est vraiment pour aller chercher une rencontre, première rencontre. Même souvent, dans un premier appel, on va nous demander de l'information additionnelle, puis on va nous demander, puis on va fixer un deuxième appel pour rediscuter de ça, pour être capable de booker une rencontre. Est-ce que d'être aussi bon que toi sur les objections, des fois, ça peut faire un effet pervers, c'est-à-dire que ça peut amener des rencontres que le prospect se sent pogné pour faire la rencontre, puis au final... que tu me poses cette question-là. Oui, il est pas... Tu sais, au final, notre client arrive là, et dit « Ouais, ben là... » T'es pas intéressé. Écoute, c'est important de comprendre le niveau de pression qu'on veut mettre en prospection téléphonique. Quand on est bon à faire de la prospection, on peut utiliser des techniques pour convaincre les gens, pour tordre des bras. Le problème avec le tordage de bras, là, c'est que quand tu n'es plus là pour le tordre de bras, la personne, elle dit « Écoute, ça fait mal cette affaire-là. Moi, j'avais pas le goût de le prendre, ce rendez-vous-là. » Puis dans son bureau, puis elle clique sur le bouton, puis elle annule le rendez-vous. Il n'est plus dans son agenda. Il y en a qui ont le professionnalisme de t'aviser qu'ils annulent leur rendez-vous par courriel. Mais c'est l'hécatombe de rendez-vous. Donc, tu ne veux pas tordre de bras. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous faites il y a quelque chose qui s'appelle la dynamique de vente. Puis encore là, je ne vais pas être trop formel. Tu sais, je fais de la formation en vente, du coaching en vente dans le Créer Academy. Fait que, tu sais, c'est des affaires que j'adresse souvent. La dynamique de vente, c'est quelque chose, c'est l'avantage du vendeur. C'est que tu as un vendeur qui propose quelque chose, tu as l'acheteur qui accepte ou qui refuse. Quand il refuse, il va donner une objection. Le vendeur va la réfuter et reproposer. Accepter, refuser, objection, réfute, repropose. Ça tourne, ça peut tourner longtemps. Tu veux pas que ça tourne longtemps. Quand ça fait 2-3 que tu fais comme ça en tant que vendeur, t'arrêtes. Parce que ton client, lui, ne sait pas qu'il est dans une dynamique de vente, puis donc, il se sent mal à l'aise. Donc, normalement, je dis, ça m'intéresse pas, puis il me laisse tranquille. Puis là, il est encore en train de me parler. Ça me colle dessus. Là. Voilà. Fait qu'il faut lâcher prise. Il y a une métaphore que je fais avec la pêche. Les gens, bien ça en général, c'est-à-dire que quand tu vas à la pêche au gros, là, tu me parles des gros mandats, mané, si tu tires trop fort, la ligne, elle va casser. Il faut que tu lâches du lousse. Tu lâches du lousse, tu bookes une relance. Puis justement, à l'objection, laisse-moi réfléchir, moi te revenir plus tard, là. C'est exactement de la même façon que tu gères ça, que quelqu'un que tu es rendu à trop d'objections gérées, puis tu sens qu'elle n'est pas à l'aise, puis que ça va pas où tu veux. Là. Tu proposes à la personne de la rappeler plus tard. Fait que quand quelqu'un te dit « Ah, laisse-moi y penser », ou quand ça fait trop d'objections que tu adresses, puis là, tu sens qu'il faut que tu laisses du lousse à ton client, tu te dis « J'imagine que c'est pas le meilleur moment pour qu'on se parle de ça. Hein? Qu'est-ce qui sera un meilleur moment pour qu'on s'en parle? » Le client, il va être ravi, il va te dire « Regarde, dans 2 semaines, puis dans sa tête, il est débarrassé de toi. » Okay? La bonne nouvelle, c'est que inconsciemment, ça va jouer dans le sens du vendeur. Pourquoi? Parce que si tu travailles avec un CRM, et oui, il y a des CRM gratuits d'ailleurs, je vous conseille tous d'en avoir un, vous marquez les détails de ce qui s'est échangé avec le client, vous êtes capable de le ramener à vos conversations subséquentes. Donc, quand on reparle au client, qu'est-ce qui se passe? On dit, vous m'avez autorisé à vous rappeler à partir de telle date. Donc, on dit, vous m'avez donné la permission, puis vous m'avez demandé de vous envoyer un courriel d'information. Je vous l'ai envoyé à telle date, à partir de telle adresse courriel. Fait que ce que ça fait, premièrement, c'est plus un appel tiède, parce que le client, un appel à froid, c'est un appel tiède. Oui. Donc, le client sait qu'on lui a parlé, on lui amène des éléments de réel qu'on a notés dans notre CRM. On démontre respect et professionnalisme, et ça, c'est du terreau fertile pour développer une relation d'affaires. Fait
plutôt que d'inciter tordre des bras quand vous sentez qu'il y a de la résistance, puis surtout quand c'est des mandats d'envergure avec des clients que vous voulez avoir, soyez patient. Tout simplement, on n'est pas pressé. Qu'est-ce qui est un meilleur moment pour en parler? Ça va rendre le client beaucoup plus à l'écoute de ce que vous avez à dire. Puis des fois, là, écoute, moi, le client qui m'a pris le plus longtemps à closer, c'était 3 ans. 3 ans? On a plusieurs histoires comme ça. Présent. Puis, écoute, on l'a closé avec notre historique. Tu sais, quand on book, on a sorti l'historique. Moi, je suis allé voir le client avec une historique, je pense que ça faisait 10 pages de notes dans le CRM des 3 ans qu'on a tenté. Puis quand il a vu ça, puis quand j'ai fait comprendre qu'on était en mesure de faire la même chose pour lui avec ses clients, il a dit « OK, on va commencer à travailler ensemble. » C'est drôle parce que je nommerai pas le client qui est toujours un autre client. Il a un passé en vente aussi. Okay. Il a sa compagnie qu'on sert aujourd'hui, d'une super belle compagnie. Puis quand il est revenu vers nous, moi j'avais fait les suivis, c'est moi qui le suivais depuis plusieurs années. Il m'a dit, écoute, c'est sûr qu'on va travailler ensemble. Là, on est prêts. Puis il dit, c'est important que tu saches pourquoi qu'on va travailler ensemble. Je dis, ah ouais, pourquoi? Ben, il dit, vous allez faire la même chose que vous avez fait pour me suivre, mais avec les clients qu'on veut. C'est ça, des suivis de qualité. Ben, il dit, tu sais, si vous agissez de la même façon, il dit, proof is in the pudding, là. Donc, puis bon, là, il y avait des suivis, c'était multicanal, il y avait des suivis courriels, il y avait des suivis téléphoniques là-dedans, il y avait des rencontres, quelques rencontres, mais c'est vrai ce que tu dis. Puis là, je suis content d'entendre ça aussi, parce que c'est comme la pêche au gros poisson, effectivement. Tu peux pas forcer les choses. Surtout quand tu vises des dirigeants d'entreprise ou des propriétaires d'entreprise. Je veux dire, c'est des gens qui ont une vision, qui sont capables de penser par eux-mêmes, puis qui connaissent leurs besoins et qui ont des priorités. Fait que faut pas... je trouve que c'est bien, par exemple, de donner l'ABC puis la nécessité de l'appel téléphonique, parce que c'est très facile de rejeter du revers de la main. C'est très difficile, c'est-à-dire d'aller chercher l'attention avec des contacts via messagerie LinkedIn ou courriel. Oui. C'est beaucoup plus facile à rejeter. Les gens, le span d'attention, c'est pas quasiment un hasard quand les gens nous reviennent, là, surtout par courriel. Cependant, par téléphone, on a au moins le fameux 2-3 minutes. T'sais. Mais il faut effectivement être bon. Oui, puis il faut pas insister pour... Souvent, la clientèle veut essayer de mettre au travers de la gorge de service au complet à un prospect dans un premier appel. Puis c'est vraiment à l'opposé qu'il faut aller, là. Tu veux offrir quelque chose de précis, tu veux être clair, puis après, quand tu vas le rencontrer en personne, là, c'est le temps d'y parler, d'ouvrir la porte sur tout l'ensemble des services, mais... c'est ça. Le premier appel, tu veux être succinct, précis, proposer quelque chose de clair, dans le respect du temps. Là. Parce que, c'est ça dans tous les canaux. Hein. Souvent, on présente nos scripts à nos clients d'approche. Nous disant, ben là, il manque tel argument sur ma solution, puis il manque ça, on se ramasserait avec un pavé d'à peu près une page. Faut le comprendre et accepter que la prospection téléphonique, à quoi ça sert? Ça sert à 2 choses. Attirer l'attention, générer de l'intérêt. Faire ta présentation, c'est à la rencontre subséquente. Quand vous êtes entendu vous parler pour une trentaine de minutes, là, c'est le temps là, d'articuler. Mais tu vas avoir le temps après. Ce que tu veux, c'est attirer son attention. Allô, on existe. L'intéresser, on peut te faire gagner de l'argent ou t'en faire sauver. Puis après, on va te dire comment. Ouais, ça s'en va, ça. Le téléphone va-tu baisser? Le téléphone va-tu encore mourir dans 10 ans, comme il se posait? Ça arrive à peu près tous les 6 mois là, qu'on annonce la mort de la prospection téléphonique. Oui. Donc, c'est plus, et je te dirais que ça marche plus que jamais, la prospection téléphonique. Pourquoi? Parce que, parce que les gens ont peur de se servir du téléphone. Tu sais, je veux dire, c'est comme... c'est normal parce que c'est impliquant. Je veux dire, c'est nous-mêmes qui faisons les appels. Et c'est quand les gens nous disent non, c'est à nous qui disent non. Quand on se fait dire non à longueur de journée, ça peut avoir un impact négatif. Je te dirais même que c'est un vendeur qui s'est fait dire non en cold call toute la journée, qui va faire une présentation à un client,
ça se peut qu'il soit pas au top de sa forme. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, là. Il existe du support psychologique pour des vendeurs. Est-ce que tu es au courant? Non, mais pour des gens qui font ça, tu sais, dans des centres d'appel à journée longue et tout. Il y a mais des pour vrai, lignes c'est d'aide, dur, je pense. J'imagine. Ouais, Hein? peut-être. Je sais pas si c'est spécialisé en prospection téléphonique, mais oui. Moi, je pense que ça serait bien pour un centre d'appel d'offrir un service de support psychologique aux employés. Parce qu'on a beau dire, faut pas que tu prennes ça personnel, c'est professionnel et tout, mais c'est vrai que c'est comme le principe de donner un petit coup de doigt sur l'épaule comme ça. Après ça, à un moment donné, ça vient un bleu. Tu sais. Effectivement, l'idée aussi, c'est de ventiler. Là. Tu fais pas juste ça tout le temps. C'est pour ça que c'est un métier qui est difficile, qui a beaucoup de turnover. Quand les gens font juste la prospection, à moins d'être vraiment des flèches là-dedans puis de triper le vie, là, normalement, s'il y a de la fatigue de prospection qui se fait. Fait que tu veux faire d'autres choses aussi. Fait que c'est ça. Oui, en faire, puis d'aller au combat, mais c'est pas constamment faire ça. Je pense que c'est de trouver un équilibre entre la prospection puis d'autres choses. T'sais. Puis qu'est-ce que tu vois comme tendance à venir qui touche à la prospection, à la sollicitation? Le multicanal, c'est ton modèle d'affaires. Je pense que c'est la chose la plus intelligente à faire en développement d'affaires, puis je le sais parce que j'en suis arrivé à ce constat après une expérience vraiment catastrophique que j'ai eue avec un client il y a à peu près une dizaine d'années. Écoute, tu sais, moi je te dis, j'étais persuadé il y a 10 ans d'avoir la meilleure équipe d'appelants au Québec. Puis je peux te dire encore aujourd'hui, la gang de Et vous, là, les gens qui travaillent là, c'est probablement parmi les meilleurs en prospection téléphonique que je connaisse. Là. C'est toutes des flèches. Puis le modèle d'affaires fait qu'on n'a pas le choix parce que c'est du télétravail. Ouais. Toujours est-il, tu sais, moi, il y a 10 ans, j'allais de plus en plus vers les plus grosses structures, puis c'est ça que je voulais, avoir des clients d'envergure. Puis à un moment donné, je suis tombé sur un client qui voulait qu'on fasse la prospection aux États-Unis, qu'on attaque les 1000 entreprises les plus grandes qui utilisaient un logiciel en particulier. Il avait créé un add-on pour ça. Fait que j'étais super content, fier. Le client, il avait des visions d'avenir, il se voyait travailler avec nous donner des dizaines de milliers de dollars par mois. J'étais aux anges. Fait qu'on a fait la job, on a écrit son script, on a commencé à faire le travail. Dans ce temps-là, je vendais des packages de 60 heures de prospection. Fait que c'est 30 heures de prospection, une garantie de satisfaction. Si t'es content, on continue. Si t'es pas content, on arrête. Après 30 heures, 0 rendez-vous. Je sais pas si tu sais, quand tu penses que t'es le meilleur dans un domaine, puis que t'as les meilleurs, puis que t'arrives avec 0 rendez-vous, c'est vraiment confrontant. C'était confondant, en fait. On comprenait pas ce qui se passait. Puis ça m'a pris plusieurs années avant de comprendre. Tu sais, ce client-là, on a arrêté de faire la prospection des entreprises qui étaient trop grandes. D'ailleurs, là, on le refusait systématiquement parce qu'on réalisait. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'une entreprise, quand elle arrive à une certaine taille, elle est plus perméable à la prospection téléphonique. Il y a des systèmes de protection qui sont mis en place pour protéger les décideurs. Parce qu'une entreprise qui est, mettons, plus l'entreprise fait d'argent, plus elle est sollicitée. Ouais. Plus l'entreprise est dans un centre densément peuplé, plus elle est sollicitée. Fait que si un décideur de ce type d'entreprise-là prenait des appels puis rencontrait les fournisseurs potentiels, il ferait ça à longueur de journée. Ça, fait que plus on vise, fait que la conclusion de ça, c'est que plus on vise des grosses entreprises, plus c'est difficile. Là. Plus c'est difficile la prospection téléphonique. Ça ne fonctionne pas tout seul en stand-alone. Donc, faut utiliser d'autres méthodes pour attirer l'attention du client. Puis faire le premier contact, je dirais surtout. Moi, j'ai développé quelque chose que j'ai appelé la prospection dynamique. Là. Ouais. C'est du marketing direct avant de faire le premier appel et ça change la donne. Ça transforme une clientèle inatteignable en une prospection normale. Il faut être créatif. Oui. T'as-tu des ressources, des conseils ou des choses, des ressources, des conseils, des lectures que tu recommandes à ce niveau-là aux gens qui veulent se perfectionner? Par rapport à la vente en général, j'en ai 2 que je peux suggérer. Je dirais Robert Cialdini, Influence. C'est probablement le livre de chevet de beaucoup de vendeurs. En fait, c'est un livre qui a été écrit par un psychologue social sur comment se protéger de la manipulation. Puis c'est devenu le best-seller chez les vendeurs.
Fait que ça te donne une idée de ce qu'il y a là-dedans. La nuance, c'est qu'il parle de 6 façons de convaincre les gens, des influencer. Puis ce qu'il y a à comprendre là-dedans, c'est la nuance entre la manipulation puis l'influence, c'est l'intention. Fait que si tu veux influencer les gens avec une intention malveillante, là, tu les manipules. Mais quand ton intention est bienveillante, que tu veux le bien de tes clients, c'est vraiment pratique de connaître ces trucs-là parce que tu les aides à abonder dans ton sens pour améliorer leur qualité de vie. T'sais. Puis l'autre, c'est Atomic Habits. Je me souviens pas c'est quoi son nom, ce monsieur-là. C'est James Clear. C'est un livre que j'ai lu une demi-douzaine de fois sur comment construire facilement des habitudes dans ta vie pour améliorer ta qualité de vie. Oui, puis je pense que pour travailler sa motivation à prendre le téléphone, c'est important d'avoir des bonnes habitudes des comme tu as mentionné. Oui, en effet. Puis, je sais aussi que tu organises, on peut-tu dire que c'est un sommet sur la vente? Oui. Veux-tu nous en parler un petit peu en terminant? Si tu insistes. Oui, j'insiste. Ça s'appelle Innovante. Ça va avoir lieu le 13 septembre prochain à la Bibliothèque des Archives nationales à Montréal, donc 13 septembre 2024. On va avoir 6 conférenciers. On a Mélanie Hébert qui va nous parler de stratégie marketing. On a Sarah Legendre Bilodeau qui va parler d'intelligence artificielle en vente. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça commence à prendre beaucoup de place. Il y a Dave Cameron qui est omniprésent en réseautage, qui va parler de quoi? De réseautage. On a Serge Vaillancourt qui va parler de négociation. Et on a Christine Gagnon qui parle d'analyse de comportement. Ça, c'est vraiment quand tu es dans ta rencontre, comment ton interlocuteur agit, comment réagir, qu'est-ce que ça veut dire. Et moi-même, je vais parler, devine de quoi? De prospection téléphonique intégrée. Puis on a la grande joie d'avoir une marraine d'honneur de grande qualité, Danielle Henkel, c'est notre marraine, la présidente d'honneur, je mélange les termes. Et elle va avoir une discussion pendant l'événement avec sa fille Nawel Maïdinedine, j'espère que je dis correctement son nom. Puis, ils vont discuter ensemble là, de l'ADN de la vente intergénérationnelle, là, comment est-ce qu'on se transmet des compétences en vente. On a plusieurs sponsors, dont Télétravail Académie, évidemment. On a SV Consultant. Mais on a surtout Jack Marketing et Pairconnex que tu connais, à l'origine des clients d'affaires. Donc, on est ravis de ça. C'est vraiment le rendez-vous incontournable là, pour le B2B 2024, 13 septembre prochain. Ouais, c'est super, c'est une belle organisation. On va tout mettre ça, on a une super checklist. On ramasse toute l'information pour que notre auditoire puisse consulter votre site internet. Merci beaucoup en tout cas de me laisser l'opportunité d'en parler. On est bien excités avec cet événement-là. Franchement, là, on va apporter de la valeur aux gens. Puis c'est une façon accessible là, de s'amener en 2024 en vente B2B. Oui, puis faire le tour en fait de la question. Merci vraiment beaucoup Hugo de ton passage. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, puis bon succès. Merci. C'est ce qui met fin à un autre épisode de B2B & Go. N'oubliez pas de vous abonner à notre infolette en vous rendant au oxb2b.com/podcast pour être notifié dès la sortie de notre prochain épisode, en plus de recevoir l'aide-mémoire préparée par notre équipe. Vous trouverez dans celle-ci un résumé des sujets abordés aujourd'hui, en plus de stratégies pour donner un boost de caféine à votre développement d'affaires B2B. Rendez-vous le mois prochain pour un tout nouvel épisode. À bientôt! Le podcast que vous venez d'écouter est propulsé par oxb2b, une firme spécialisée dans le développement d'affaires numériques.